On va juste commencer par remercier les organisateurs de m'avoir permis de découvrir cet événement unique qui est le Forum Blanc. Écoute, non, je ne veux pas d'argent. Écoute, j'ai besoin d'aller pisser, tu gardes mon prix. J'ai pas le temps, moi. Cher. Hey, je ne te demande pas d'argent. Tu gardes mon gobelet, je vais vite pisser. Merci, hein. Je veux rien, écoute, tu gardes ceci, je vais juste pisser. Je suis quand même mendiant, madame. Voilà, donc ce que vous venez de voir, c'est un court-métrage qui a servi de teaser à une expérience transmédia documentaire qu'on a lancé le 17 octobre, qui est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. C'est un projet belge, je viens de Belgique, je m'appelle Patrick Séverin, et je suis ici avec deux casquettes, une que j'occupe depuis 10 ans maintenant, qui est celle de réalisateur-producteur au sein d'une structure qui s'appelle Instant Production, et une autre qui est née avec ce projet, qui s'appelle Hors Zone, et qui est en gros une sorte de spin-off où j'ai extrait d'Instant Production toute la partie conception, création, scénarisation, réflexion sur les dispositifs transmédia et la mise en relation en fait, de contenu avec l'audience. Donc très rapidement, voilà un peu le programme de ce que je vous propose. Vous raconter un peu comment est né le projet, ce que je fais au sein d'Hors Zone, c'était quoi les nouveaux pauvres, comment on l'a conçu, c'est peut-être vraiment ça qui va vous intéresser, et aussi comment on l'a déployé pour avoir un vrai impact. Et puis alors un petit mot sur les résultats. Donc en fait, avant les nouveaux pauvres, il y a eu une V1 qui s'appelait Salauds de pauvres. C'était 2 ans avant. Il y a 2 ans, on avait été contacté par une association bruxelloise qui lutte contre les inégalités à Bruxelles et qui voulait faire un webdoc sur la question de la mendicité à Bruxelles. Donc j'ai répondu à leur offre en leur disant tout de suite que je ne faisais pas de webdoc parce que personne ne regarde les webdocs, mais je leur ai proposé de faire un dispositif transmédia pour essayer de connecter le sujet avec le public. Et donc on est parti, 2 ans après, le Salaud de pauvre a connu un gros succès et on est parti sur un Salaud de pauvre 2, nouvelle génération, c'était un peu le titre du début, le titre de travail des nouveaux pauvres. Et donc je voudrais juste vous expliquer un petit peu le schéma de production pour que vous compreniez, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc à la base, c'est l'associatif, c'est eux qui sont à l'impulsion du projet. Ils voulaient faire une campagne de sensibilisation. Et donc ils sont venus voir non pas une agence de pub, mais un producteur de contenu, Instant Production en l'occurrence. Et on s'est associé avec un média généraliste, service public en Belgique, la RTBF. Et donc, en fait, dans cette triangulation, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme vous le voyez, d'un côté, vous avez l'associatif, de l'autre côté, un producteur, de l'autre côté, un média de service public. Mais derrière ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que vous avez des démarches qui sont différentes. Vous avez d'un côté quelqu'un qui a une intention de communication, de l'autre côté, des gens qui ont une démarche d'auteur, et à l'autre bout, un média qui a une exigence journalistique. Et cette triangulation, a priori, dans les écoles, on vous apprend que ce n'est pas possible, notamment le lien entre communication et
Et journalisme, ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant, moi, là au milieu, il y a un terrain de jeu que j'adore, sur lequel il y a moyen de faire beaucoup de choses. Et ce n'est pas par hasard que ma nouvelle structure s'appelle Hors Zone, c'est parce que voilà, c'est vraiment dans ce no man's land, là, entre ces 3 points que naissent la plupart de mes projets, en tout cas ceux qui m'intéressent le plus. Ce qui permet notamment en fait, aussi d'innover dans les modèles de financement, puisque le côté associatif a ses propres modes de financement, le côté production a les siens, et du côté journalistique aussi, on peut aller chercher d'autres types de financement. Donc, voilà un peu les différents acteurs avec lesquels on a financé ce projet. Alors pour Hors-Zone, quelques mots sur ce qu'on fait chez Hors-Zone. Vous remarquerez que je n'ai pas mis en dessous d'Hors-Zone dispositif transmédia, mais innovation narrative, parce que c'est ce que je fais. Donc je ne mets pas nécessairement le mot transmédia sur tout ce que je fais. Ce que j'entends par l'innovation narrative, en fait, c'est ça. C'est la rupture des barrages, la transgression des frontières, en fait, la fin des formats. Je ne fais plus jamais entrer mon histoire dans un format. Avant, on avait un truc à raconter, on disait je vais faire un film, et du coup, il y avait toute une série de contraintes qui imposaient de dire un film, on le fait comme ça doit durer autant, il faut des personnages. Maintenant, c'est vraiment, je prends le temps de creuser la thématique que je veux parler, de la comprendre au maximum, de savoir à qui je vais m'adresser et avec quel effet je veux avoir. Et du coup, je picore dans la multitude de formats disponibles, ceux qui me semblent les plus adaptés stratégiquement, créativement, esthétiquement, pour arriver à mes fins. Donc libérer des formats. Et il y a un deuxième point que je mets derrière l'innovation narrative et qui me paraît importante, et je pense que chez Aban, ils sont pas loin de ça aussi, enfin ils sont même en plein dedans, c'est la conscience de l'impact, en fait. Quand j'ai commencé à créer, à produire des choses, moi je viens du journalisme à la base, et donc quand on vient dans une démarche un peu plus d'auteur, on se retrouve confronté à des vrais auteurs, à des artistes, et souvent ce qu'on me disait c'était oui mais moi j'ai un message à délivrer, je le délivre, et après ce que devient mon film, ce que devient mon livre, ça ne m'appartient plus. Je trouve qu'avec l'avènement du transmédia, des nouvelles technologies, ça nous appartient en fait. Mais ça ne nous appartient pas juste comme une conséquence, ça nous appartient dès le début. C'est-à-dire que dès la conception du projet, je réfléchis à l'effet que je veux que ça ait sur un public, sur des publics. Et donc, ce que Aban fait avec leur démarche de pétition et avec l'envie de faire bouger les choses concrètement, c'est en plein là-dedans. Mais, et je pense en fait que la vraie interactivité, elle est là. L'interactivité, elle n'est pas dans collectionner des likes ou des coms sur les réseaux sociaux. Elle est dans ce que votre œuvre produit de concret dans la vie réelle, en fait. Et il n'y a rien de neuf là-dedans. Je vais vous montrer ce qui est pour moi peut-être la quintessence d'une œuvre interactive. Je ne sais pas si vous connaissez La Muette de Portici, mais c'est un opéra qui a été joué en Belgique, à Bruxelles, en août 1830. Et à la fin de l'opéra, en fait, le public s'est levé dans la salle, s'est emballé, est sorti dans la rue, et ça a conduit à la Révolution belge. Donc, l'œuvre n'avait pas été pensée pour ça, mais en termes de dispositif interactif, je pense qu'on n'a pas fait mieux depuis. Donc, ce que je fais chez Hors-Zone, je travaille pour moi, je fais de la production, d'expériences transmédia. Les Nouveaux Pauvres, ça en fait partie, même s'il y a une collaboration avec un média, une association extérieure. Je fais aussi de la conception et stratégie sur mesure pour d'autres, comme prestataires de services, par exemple des institutions. Et puis, je me donne aussi comme mission d'accompagner les médias traditionnels, ceux qui ont le plus de corones, ceux qui osent se mettre à nu, ceux qui osent se lancer, de les accompagner dans cette mission, puisque pour eux, on sait que dans la plupart des médias traditionnels, on le nez dans le guidon et se précarise de plus en plus, et donc prendre des risques, essayer des choses, c'est très difficile de prendre de la hauteur. Moi, je me suis donné cette chance de pouvoir tenter des choses, et donc on accompagne certains projets comme ça. On a notamment travaillé avec une télévision locale en Belgique, c'est fin de l'année dernière. Télévision locale qui en fait m'a contacté en me disant ben voilà, en décembre on voudrait faire une journée sans télé. Donc éteindre la télévision et être dans une autre relation avec notre audience. Et donc on a développé un projet qui s'est finalement appelé Tous à table.
où on a amené les gens à... Donc on parle d'un tout petit public, hein, la région qui est touchée, c'est 110 000 habitants. Sur cette région, le média local a créé un mouvement dans lequel il a créé une vraie conversation avec son audience et qui a conduit à l'organisation de 57 auberges espagnoles le même soir dans différents lieux qui étaient toutes connectées entre elles par les réseaux sociaux et par les journalistes qui faisaient des Facebook Live. Ça a donné un truc vraiment assez sympa, avec d'ailleurs des supports assez inattendus et des soutiens inattendus dans la démarche. Alors je reviens sur les nouveaux pauvres. Dans les nouveaux pauvres, en fait, tout ce que je viens de vous expliquer, on a essayé de le mettre en application. C'est quoi les nouveaux pauvres? Si vous tapez rtbf.be/les nouveaux pauvres, la première chose que vous voyez, c'est ceci. Fermez les yeux. Imaginez une ville riche, vraiment riche. Imaginez le coût de la vie dans une telle ville, le prix du logement. Imaginez que dans cette ville, vous augmentiez rapidement le nombre d'habitants, mais pas la quantité d'emplois disponibles. Imaginez qu'en même temps, vous augmentiez la pression sur les chômeurs et vous durcissiez l'accès à l'aide sociale. Imaginez enfin que dans une famille sur 3, les parents se séparent. Aussi riche soit-elle, la ville que vous imaginez sera alors devenue une véritable fabrique à pauvres. Ouvrez les yeux. La ville que vous imaginez, c'est Bruxelles. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est d'abord l'histoire d'une génération. Les nouveaux pauvres. La première génération qui vit moins bien que ses parents. Voilà. Donc aujourd'hui à Bruxelles, la classe moyenne n'a tout simplement plus les moyens. Le pitch de départ, il n'est pas très compliqué. En fait, ça commence comme un conte de fées. Bruxelles est la 3e région la plus riche d'Europe. Vous avez le Luxembourg, vous avez la City londonienne, et puis vous avez Bruxelles, avant la région parisienne, avant... Et malgré tout, si vous quittez le conte de fées pour vous intéresser aux faits, l'analyse, elle est tout autre. Bruxelles est aujourd'hui une véritable machine à produire de la précarité. Et donc les nouveaux pauvres, c'est d'abord un état des lieux qu'on dresse pour documenter ce constat. Et ce que je vais maintenant essayer de partager avec vous, c'est le processus de création qui a continué à retenir cette forme en fonction des contraintes qui étaient imposées par l'histoire, mais aussi en fonction des pratiques des utilisateurs et de comment on a voulu optimiser le format pour avoir un impact. Alors, quels étaient les enjeux? Il y en avait plusieurs qui correspondent à la triangulation du début. Il fallait sensibiliser le grand public à la question, c'est la campagne. Il fallait fournir une enquête, une analyse sérieuse, éthique et déontologique. Ça, c'est la partie journalistique. Et en même temps, il fallait, moi, que je puisse conserver ma liberté et ma créativité d'auteur. C'était la partie artistique. Alors, il y avait pas mal d'obstacles. J'en ai retenu que 3 ici. Dans la présentation, d'habitude, il y en a plus, mais je pense que par rapport à ce qui nous intéresse ici, 3 suffisent. D'abord, il y avait le thème, qui n'est pas du tout propice au web, parce qu'on est sur quelque chose de très complexe, de systémique, un peu comme la question qui occupe Zero Impunity. Et puis, il n'y a pas une histoire, c'est un constat d'un système. Et donc, c'était difficile de le raconter de façon intéressante, sans prendre de raccourcis. C'est aussi une question sur laquelle il y a beaucoup de ressentis, c'est-à-dire que tout le monde perçoit que cette question existe. Et en même temps, elle est encore très peu traitée de façon académique, politique et même citoyenne. Et donc, il y a relativement peu d'experts sur la question systémique. Et donc, il y avait aussi cette tentation de s'éloigner du thème. Pendant très longtemps, quand on a parlé de l'histoire, on se rendait compte que très vite, on retombait soit dans les questions de grande pauvreté, ou alors on tombait dans des systèmes de choix de vie en fait, alternatifs de gens qui prenaient d'autres chemins que la ligne droite que le système semble vouloir nous imposer. Mais ce n'était pas ça notre sujet. Et donc, c'était très difficile de toujours pouvoir dire mais de quoi on parle. Le deuxième obstacle qui découle un peu de ça, c'était comment avoir assez de temps. On sait que sur le web, le temps d'attention est très limité. Alors comment on pouvait être juste, cohérent et efficace, quelle que soit la durée d'expérience? Il fallait que les gens qui ne voient presque rien de notre projet n'en loupent pas l'essence. Ça, c'était vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé. Et l'autre, c'est la question de l'effet, de l'impact. Comment ne pas avoir un impact négatif puisqu'une des causes de ce déclassement de la classe moyenne qu'on a identifié dans notre travail d'enquête, c'est l'individualisation de la société, et notamment celle du monde du travail. Aujourd'hui, dans une société,
vous avez 10 employés, eh bien, dans ces 10 employés ont parfois 4 employeurs différents. Et en Belgique, en tout cas, on a un système avec des aides à l'emploi, des statuts. Et donc, il y a peut-être 6 ou 7 sous-statuts différents, ce qui fait que chacun, en fait, il n'y a plus d'intérêt collectif. En fait, chacun défend sa propre situation. Et c'est un gros problème pour les luttes sociales aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'effet de masse, il n'y a plus de cause collective. Et donc, on ne voulait pas produire une œuvre qui allait renforcer cette individualisation. On voulait produire quelque chose qui allait rassembler plutôt que diviser. Et notamment en travaillant avec les réseaux sociaux, où les questions sociales sont toujours extrêmement clivantes, et ça tourne plutôt au pugilat qu'au débat constructif. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 grosses questions. Alors on a exploré première piste en faisant un peu de veille. On avait notamment identifié un jeu, un serious game américain qui s'appelle Spent, où en gros c'est une forme de démonstration par l'absurde. On vous donne un budget, on vous donne un travail, et malgré ça vous êtes soumis à toute une série de choix, et vous constatez par l'absurde que c'est impossible, ou ça devient très difficile, même avec un emploi dans une société comme les États-Unis aujourd'hui, de tenir le mois sans tomber en négatif. Mais il y avait des choses qui ne nous arrangeaient pas. D'abord, le modèle américain n'était pas vraiment transposable. L'idée de jouer à la pauvreté, ce n'était pas nécessairement un principe avec lequel on était à l'aise. Et puis, il y avait ce que vous avez un peu cité aussi ce matin, l'effet de répulsion, parfois que des histoires difficiles déjà peuvent produire, mais si en plus notre histoire, elle renvoyait à la tronche des gens en permanence, vous êtes pauvres, en fait, vous êtes plus pauvres que vous le pensiez, vous n'étiez pas au courant, mais vous êtes pauvres. Il y avait ce risque que ça ne leur plaise pas. À partir du moment où on leur demandait d'incarner un joueur. Donc l'autre piste, c'est celle qui est traditionnelle dans le documentaire, c'est le témoignage. Mais là aussi, il y avait des problèmes parce que les cas avec le plus de potentiel narratif, en fait, ils sont à la marge. On parle de gens qui décident de vivre en squat ou qui sont forcés de vivre en squat, de gens qui font de la récupération dans les poubelles des supermarchés pour se nourrir, de la prostitution occasionnelle, qui sont des éléments qui découlent directement du phénomène dont on parle, mais qui sont à la marge, qui sont les cas les plus graves. Or, nous, ce dont on voulait parler, ce n'était pas la marge, mais la masse. Donc, le témoignage posait un problème à ce niveau-là. Il posait aussi un problème dans le sens où... d'abord, les gens dont on parle ne sont pas conscients d'être pauvres, ne se considèrent pas comme pauvres. Donc, ça posait toute une série de soucis, notamment pour les convaincre de témoigner. Et puis, le témoignage, surtout, en fait, donnait un visage trop précis, donnait presque un nom, une fonction, un profil aux gens dont on parlait. Et à nouveau, ça isolait des cas, des situations. Si on racontait l'histoire d'un maçon, l'intello n'allait pas nécessairement s'y retrouver. Or, ce qu'on voulait raconter, c'est que pour le maçon et l'intello précaire, ils sont embarqués dans le même bateau dans cette histoire. Donc on s'est entouré d'une équipe qui pète des flammes pour ce projet, mais je vais passer en vitesse. En gros, donc une boîte de production, des concepteurs qui font en fait le travail que je fais, mais qui m'apportent du recul et qui sont venus en fait déconstruire toutes mes premières idées pour que je puisse les reconstruire sur une base plus saine et plus pertinente. Un studio web, une boîte de motion design, un spécialiste du marketing social, un spécialiste du son qui est présent dans la salle aujourd'hui, Sonicville 360, un diffuseur, la RTBF, Web Création, qui aurait dû être présent ici au Forum Blanc, mais qui ne pouvait pas être là. Donc, ils m'ont filé quelques slides. Regardez rapidement, voilà ce qu'ils font. Mais ce qui vous intéresse le plus, éventuellement, c'est les contacts. Si vous voulez travailler avec la RTBF, voilà, vous pouvez contacter Sophie Berck, @Sophie Berck sur Twitter. Et un photographe avec lequel on avait déjà travaillé sur Michael Deplane, et qui on a déjà travaillé sur Salaud de pauvre. Alors, les réponses qu'on a apportées en fait, aux 3 obstacles que je viens de vous citer, mais par rapport au thème complexe, d'abord, on a pris le temps de l'étudier. Et prendre le temps aujourd'hui sur des questions journalistiques ou même documentaires, ça devient difficile, ça devient rare. Sur ce projet qui a pris 2 ans de production, on a pris 1 année juste pour creuser la thématique, savoir de quoi on parlait et savoir comment on allait en parler. C'était essentiel, ça ne servait à rien de penser au dispositif sans avoir compris vraiment de quoi on parlait. Puis on a choisi de se recentrer, de ne pas aller trop loin, on se limite au constat. Il n'y a pas de prospective, il n'y a pas d'explication macro, pas de questions politiques. Voilà. Alors on l'a subdivisé aussi en 20 sous-thématiques
qui, par rapport à la question systémique, étaient autant de portes d'entrée beaucoup plus concrètes qui, ensemble, donnaient une big picture de la question. Voilà, ça c'était une des thématiques, c'était donc la prostitution occasionnelle. Alors les réponses qu'on a apportées à la question du temps, d'abord on a vraiment hiérarchisé notre message de façon pyramidale. Le teaser que vous avez vu, presque, je ne vais pas dire que tout y est, mais en tout cas le cœur du message, c'est-à-dire aujourd'hui à Bruxelles, 40% des gens vivent dans la pauvreté, le message est limpide et les gens qui n'auront vu que ça du projet auront quand même déjà été prendre l'essence. Le film d'introduction, le second que vous avez vu, celui-là porte le même message, mais en donne déjà les principales causes. Et donc on sait que c'est des formats comme ça qui vont d'abord percuter sur les réseaux sociaux, et on sait que la conversion entre les réseaux sociaux et un site n'est pas nécessairement exceptionnelle. Donc on voulait que déjà sur les réseaux sociaux, le message passe. Et donc plus vous descendez dans la pyramide, après vous arrivez la production de contenu spécifique pour les réseaux sociaux, à tout un dispositif qu'on a mis en place en radio avec la RTBF, où pendant une semaine, il y a énormément de contenus qui ont été délivrés sur les antennes, et un travail avec la presse également. Et puis si vous descendez encore, alors vous arrivez sur la plateforme web, en tout cas aux premières étapes, et pour ceux qui étaient vraiment les plus intéressés, alors ils passaient par 20 étapes différentes, et ils avaient l'ensemble de la réflexion. Ouais, aussi, on a misé évidemment sur une puissante campagne sur les réseaux sociaux et on a proposé une œuvre qui était détachable. C'est-à-dire qu'il y a de la linéarité, mais on voulait que chaque morceau de notre œuvre soit exportable sur les réseaux sociaux pour permettre une forme de viralité organique par les utilisateurs eux-mêmes. Voilà, ça c'est tous des petits morceaux en fait, qui étaient exploitables individuellement, mais qui normalement sont pris dans un fil plus linéaire. Et enfin, pour la question de l'impact, donc on a choisi de ne pas avoir recours aux témoignages, mais à des personnages de fiction. Et des personnages de fiction qu'on n'a pas conçus n'importe comment. On les a pensés, et là aussi on est un peu en dehors des codes de la fiction générale, où on demande d'avoir justement des personnages très ancrés, très caractérisés pour qu'on puisse y accrocher. Et nous, on a fait un truc hybride où on les a rendus sympathiques, impliqués et vraiment engagés pour permettre un sentiment de sympathie, si pas d'empathie. Mais en même temps, on ne leur a pas donné de nom, pas d'âge, pas de métier, pas d'origine, afin de permettre l'identification d'un maximum de gens. Et surtout, il fallait que ces personnages ils puissent... pour caricaturer, il fallait que les lecteurs de droite durs puissent se reconnaître dans ces personnages. Il ne fallait pas que notre projet apparaisse comme un projet de bobo, gaucho, machin. Et donc on l'a vraiment pensé comme ça, pour ne pas être clivant. Le message est exactement le même. Là, on parle juste de surface, mais ça fait partie des choses auxquelles on a réfléchi. Et de passer par des personnages de fiction aussi, ça permettait de ne pas avoir cet effet direct de répulsion. On passait par un tiers, phénomène qui est bien connu. Voilà nos personnages en question. Alors je vous montre juste très rapidement ce que ça donnait. C'est bon, c'est en live là? Je crois que ça tend, ouais. Salut à tous! Salut! Alors voilà, on vient de débarquer dans la capitale de l'Europe, Ouais. Bruxelles. Ouais, et vous là, vous venez de débarquer sur notre blog. Alors bienvenue! Bon, en fait, c'est pour tous ceux qui se demandaient un peu comment on allait s'en sortir là, loin de chez nous. Et ben on va vous tenir au courant grâce à ces vidéos. Ouais, parce qu'on est arrivé en terre des D-Connect, quoi. Donc voilà, tous nos coups de cœur et nos coups de gueule, on vous les partagera ici. Ouais, c'est un espèce de manuel Bruxelles pour les nuls, ou bien comment survivre à la capitale. Voilà, leur première mission, trouver où on va habiter. Ah oui. Alors je t'ai peut-être pas dit, Ouais. mais j'ai peut-être un bon plan. C'est vrai? Ouais, parce qu'apparemment, vu nos revenus, on pourrait prétendre un logement social. Ah, vous êtes plutôt cool! Ah oui, carrément. Bon, allez, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Ciao! Salut à tous. Voilà, première étape, la question des logements sociaux. Et donc, on entre chaque fois par une séance de fiction. On va suivre ces personnages, on va les suivre à travers 20 étapes, 20 situations de vie. On va les suivre aussi à travers les âges, on va les voir vieillir. Et donc, en fait, on les voit vieillir, mais Bruxelles ne vieillit pas. C'est-à-dire que on les suit pas vraiment dans le temps. On reste dans Bruxelles aujourd'hui. Notre vrai personnage, en fait, c'est Bruxelles aujourd'hui. Eux sont la métaphore quelque part des Bruxellois aujourd'hui. Donc vous avez cette fiction qui implique, et puis tout de suite on vous place face à un choix. Vous l'ignoriez peut-être, mais donc vous êtes un candidat potentiel pour bénéficier d'un logement social. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous introduisez une demande ou pas? La plupart des gens décident, oui, évidemment, je vais introduire une demande de logements sociaux.
Et là, on vient avec de la data vise, on vient avec de l'info. Donc à Bruxelles, aujourd'hui, il y a une liste d'attente de 40 000 ménages qui font la queue pour obtenir un logement social. Ce qui équivaut à la construction de 412 immeubles d'appartements pour répondre à la demande. Comme vous le voyez, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chaque élément, donc chaque data vise est partageable immédiatement par le public. Alors vous pouviez faire un autre choix. Votre choix était chaque fois matérialisé sur une jauge qui évolue entre sécurité et précarité. C'était une façon de montrer que les choix ne sont pas gratuits, ne sont pas légers. Voilà, si vous ne faites pas de demande, vous faites bien, parce que le temps d'attente à Bruxelles, il est de 10 ans pour obtenir un logement social. Et vous voyez qu'en 12 ans, la population bruxelloise a augmenté de près de 20%, mais l'offre de logements sociaux seulement d'1,6%. Et donc vous continuez. Donc là, en fait, on est au pied de la tour Brinfo. Je vais passer parce qu'on a peu de temps, mais chaque fois vous arrivez sur une mise en perspective avec un expert qui approfondissait la question. Et puis vous passiez à l'étape 2, nouvelle thématique. Voilà, ça c'est vraiment le dispositif qu'on a mis en place. Et comme je vous dis, il vieillit au fur et à mesure. Il y a une forme de narration, il y a une histoire qu'on raconte. Mais ce qui compte, ce n'est pas cette histoire, ce n'est pas les personnages. Ce qui compte, c'est les situations dans lesquelles la grande majorité des Bruxellois, malheureusement, se reconnaissent. Je me suis planté. Ça, c'était mes emails. Voilà. Ce qui était important aussi, c'est que pour toucher un maximum de gens, on savait que la majorité des gens, on allait les toucher sur mobile. Et donc, on voulait que vraiment le projet soit optimisé pour mobile. Mais on ne voulait pas créer d'application parce qu'on sait que le téléchargement d'une application est une barrière énorme pour des produits culturels, pour tweeter, pour réserver au billet de train, ça marche, mais pour une œuvre culturelle, c'est vraiment compliqué. Donc on s'est passé d'une app, ce qui nous compliquait sérieusement la vie en termes de développement. On a voulu jouer la question de la vidéo verticale pour expérimenter, et parce que moi, ça m'insupporte de devoir retourner mon téléphone quand je regarde une vidéo. Et donc on s'est dit, mais optimisons le truc, tentons le côté vertical. En plus, ça correspond aux usages actuels, notamment Snapchat. Et on a joué le sous-titrage des vidéos. Parce que là, dans la salle, maintenant, si vous allez sur rtbf.be/les nouveaux pauvres, vous pouvez suivre mon projet, ne plus m'écouter sans son, parce qu'il est vraiment pensé pour pouvoir être suivi sans son. Et on a bien fait parce que 53% de la vision a eu lieu en mobile. Et ça fait vraiment partie de la réflexion qu'on a. David Dufresne était, vous connaissez David Dufresne, je ne vais pas vous le présenter, il était à Bruxelles récemment pour présenter ses projets. Et il expliquait que pour lui, c'était ce fait-là, 53% de la vision mobile, c'était un handicap parce que son œuvre qui était prévue pour du 16:9, il devait la recalibrer pour être visible en mobile. Et c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve que c'est une opportunité pour les auteurs de pouvoir créer complètement autre chose, une autre expérience pour le mobile. Et il ne s'agit pas juste de faire du responsive, il s'agit vraiment de repenser la consommation en fonction du contexte dans lequel c'est vu et à nouveau de l'effet qu'on veut que ça ait. Je vous montre rapidement ce que donnaient les petites séquences de narration en mobile. Attends 2 secondes, il faut que je immortalise ça. Attends, vas-y, ça fait des mois que j'attends ça. T'es pas en live là? Non, vas-y, t'inquiète. Il nous faut une crèche. Mais vas-y, on s'en fout. Hein, vas-y, on s'en fout. Mais non, mais... Je parle pas juste de baise. Avec tes petits boulots de merde, là, on s'en sort pas du tout. Il faut que je trouve un taf. Il nous faut une crèche. Oh merde. Quoi? C'est en live. C'est une blague. Putain, mec. Merde. 700 vues. Mais putain. Attends. 704. Mais coupe. Oh putain. 712, ça va super vite. Voilà.
Juste un mot, parce qu'il faut que je termine tout doucement, sur le marketing digital qui était vraiment important dans notre démarche. On avait plusieurs objectifs. C'était évidemment engendrer du trafic vers la plateforme web. C'était, en plus de ça, pas simplement les amener sur notre site, mais susciter l'envie d'explorer un maximum d'étapes. Et si les gens ne venaient pas, on voulait, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire passer le message essentiel pour le public qu'on n'allait pas parvenir à faire venir. Ce qui veut dire que notre objectif n'était pas, ce qui est souvent un objectif sur les réseaux sociaux, de créer une communauté, ni même d'animer le débat. C'était vraiment des choses sur lesquelles on ne comptait pas. Ça ne faisait pas partie de nos objectifs. Je vous passe un peu la modélisation des contenus pour les réseaux sociaux, mais on a développé 2 axes très forts. Un, c'était détourner les codes. On s'est vraiment amusé à faire ça, pas par hasard, parce qu'on savait que c'était comme ça que notre message allait fonctionner. Vous avez vu le court-métrage sous forme de caméra cachée, donc là où vraiment on est en plein, les gens pensent voir quelque chose alors qu'on est en fait dans de la fiction. Vous connaissez aussi le phénomène du clickbait, hein, ces promesses. Je vous montre rapidement ce qu'on a fait. Il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux qui circulent et qui drive du vide. En fait, on a repris ces codes-là. C'est très difficile comme exercice que je suis en train de faire. Où est-ce qu'elle est, ma souris? Vous la voyez? Ah ouais. Voilà. Voilà le genre de choses qu'on produisait pour les réseaux sociaux, pour Facebook notamment. C'est fou, 90% des gens qui regardent cette image ne parviennent pas à y voir le pauvre qui s'y trouve. Et puis derrière, on venait avec... vous avez tous vu des contenus comme ça sur Facebook, sauf que généralement, derrière, il n'y a rien. Mais ici, on détourne le code, on sait que les gens vont être intéressés par ça, et derrière, on vient avec de l'info. On l'a fait également... faut que je rapatrie ma souris. On l'a fait également, par exemple, pour Snapchat. Voilà, faut que je repasse en présentation. Hop. On a détourné les codes de Snapchat. Vous connaissez tous ce type de contenu de témoignage en format Snapchat, mais à nouveau, on l'a fait lié à de la data, à de l'info. Là, en l'occurrence, sur le phénomène des boomerang kids, qui sont ces trentenaires, voire quarantenaires, qui, à un moment de leur vie, sont obligés aujourd'hui de retourner vivre chez leurs parents. Le deuxième axe, c'était la force de l'info. On a quand même fait du témoignage fort, mais il était hors du docu en tant que tel. C'était vraiment des produits, des contenus qu'on a utilisés pour les réseaux sociaux. Des gens qui font de la récup dans les poubelles des supermarchés, des mamies qui vivent en squat. Voilà. On a fait la data vise, vous en avez vu. On a travaillé avec des photos citations d'experts. Ce sont tous des contenus en fait, qui ont provoqué énormément d'engagement sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé de la viralité organique, comment on a compté dessus. Mais on a aussi décidé dès le début de monétiser de payer tous les contenus qu'on prévoyait sur les réseaux sociaux. Pas beaucoup, mais pour donner l'impulsion nécessaire au début. Et on a aussi prévu une campagne de remarketing. Facebook a des outils assez extraordinaires à ce niveau-là. Donc on savait qui venait sur notre site, combien de temps ils y restaient, jusqu'où ils allaient. Et on pouvait les relancer des campagnes derrière pour retoucher ces gens qui avaient marqué de l'intérêt pour le projet, mais qui ne l'avaient peut-être pas exploré suffisamment, pour les inviter à découvrir d'autres étapes. Donc en chiffres assez rapidement, 2 ans, c'est la durée de développement du projet. 18 jours, c'est les chiffres que je vous montre. Ils ont été, donc le projet date du 17 octobre, mais les chiffres là étaient arrêtés après 18 jours. C'était 3 semaines, c'est le temps qu'on s'était donné pour avoir un impact. Après, on laissait vivre le projet. Donc en 18 jours sur les réseaux sociaux, c'était 28 publications. Sur ces 2 ans, il y a 54 personnes et un chien qui ont travaillé. Le chien, vous l'avez vu au début. Évidemment, tout le monde n'a pas travaillé avec le même impact. 2700, c'est le nombre de likes qu'on a eu sur la page sur ces 18 jours, de gens qui ont suivi la page. Aujourd'hui, on est à 4000, mais je vous l'ai dit, ce n'était pas un de nos objectifs. 21 000, c'est le nombre de partages du teaser que vous avez vu sur ces 18 jours. 41 000, c'était les visiteurs uniques à ce moment-là. Aujourd'hui, on est à 55 000 visiteurs uniques. Il faut savoir que c'est un projet belge et que la Belgique francophone, c'est un marché de 4 millions d'habitants. Donc, à l'échelle de la France, c'est peut-être pas énorme, mais pour nous, c'est un projet qui a très très bien fonctionné en fait. Ça.
130 000, c'est le budget. Bon, ça s'appelle les nouveaux pauvres, hein, donc voilà. 144 000, c'est la quantité d'engagement qu'on a engendré sur Facebook en 18 jours. C'était assez énorme. Donc c'est like, com, share. 1 363 000, c'était le nombre de vues sur la caméra cachée. Donc là, on est vraiment dans la pyramide. Hein. Je vous dis, là, maintenant, on a 1,5 million de vues sur cette caméra cachée. On a des chiffres très intéressants aussi sur la vidéo d'introduction que vous avez vue. Et on a 55 000 personnes qui ont visité notre site. Et peut-être qu'à la 20e étape, on en a 2 000 ou 3 000. Donc voilà. Mais à nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert. C'est quelque chose sur lequel on a tablé dès le départ. On a construit notre projet en fonction de cette façon de consommer. 4 millions, c'est la portée globale sur Facebook. Et je termine sur un dernier chiffre qui n'est pas le moins intéressant. En tout cas, il soulève des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont confrontés à cette question-là. Mais je vous ai dit, donc, on avait un diffuseur qui est la RTBF, mais 70% du trafic engendré sur le site est en provenance de Facebook et pas de notre diffuseur. Et donc, ça pose toute une série de questions, notamment sur le rôle d'un diffuseur sur des projets de ce type-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il doit apporter ? En tant que coproducteur, c'était vraiment très clair, mais aujourd'hui, on ouvre une réflexion sur quel est le sens d'un partenariat comme ça avec un diffuseur, parce que techniquement, c'était très bien d'être sur le site de la RTBF, mais en même temps, ça a provoqué un blackout total de tous les autres médias qui n'ont pas parlé du projet, puisque sur le web, les médias sont concurrentiels. Là où ils ne le sont pas, quand l'RTBF fait un film, la presse écrite s'en moque, puisqu'ils ne font pas de film. Par contre, sur le web, ils sont directement concurrentiels. Donc, on aurait sans doute beaucoup plus de trafic que 55 000 visiteurs uniques si on n'avait pas eu ce monopole de la RTBF sur la question. Donc voilà, je trouve qu'il y a une question vraiment intéressante. Je pense que c'est intéressant d'avoir un diffuseur, mais qu'il est intéressant aujourd'hui chez les diffuseurs de réfléchir à qu'est-ce qu'ils ont à vendre en fait à des producteurs de contenu aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie encore pour votre attention et pour votre invitation. Merci Patrick. Deux petites questions avant de céder la parole à la salle. L'engagement justement de la chaîne en termes financiers sur les 130K, elle est de 20 000. D'accord, ok. 20 000. Tu évoquais le fait que certains allaient n'allaient pas continuer la lecture de toutes les étapes. Est-ce qu'il y a moyen de traquer ce genre de navigation, de savoir si les gens vont sauter un épisode et se rendre directement à l'avant-dernier ou grâce au pixel Facebook, à partir du moment où vous avez votre compte Facebook ouvert sur votre ordinateur et que vous venez sur notre site, oui, on sait tout en fait. On sait tout. Et vu que 70% des gens qui sont venus sur notre site sont venus via Facebook, on sait beaucoup de choses. Et donc, c'est très intéressant. Et c'est pour ça, hier, les gens qui étaient là pour parler de marketing et de brand content, ça pourrait paraître à très, très loin des thématiques qui nous intéressent. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que finalement, on fait la même chose, c'est-à-dire d'essayer de mettre en contact du contenu avec des gens dans une société où on est bombardé de contenu en permanence et où se frayer un chemin est d'autant plus compliqué. Donc, les stratégies de marketing digital, en fait, aujourd'hui, il faut complètement les intégrer également dans des questions, des projets sociaux et dans des démarches d'auteur, je pense. Et dès la narration. Oui, dès l'écriture. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, là-haut. Oui, bonjour, Jérôme Lecanu de Réseau Canopé. En fait, je m'interrogeais sur ce qu'on vient d'évoquer, sur le retour éventuellement des analytics de Facebook, si vous pouvez les exploiter. Est-ce que ça vous permet de comprendre peut-être les failles de l'écriture, de la narration et des choix que vous avez opérés en termes de production, dans la triangulation que vous avez opérée au départ ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté comme réflexion et comme retour d'expérience justement et comme résultat véritablement sur vos choix liminaires en fait ? En tout cas, c'est l'objectif. Maintenant, la réunion débriefing réseaux sociaux a lieu mardi. Donc, voilà, je ne peux pas encore vous en dire beaucoup. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que si je vois des parallélismes avec les boîtes de marketing ou les agences créatives,
je sais aussi qu'on n'a pas les mêmes ressources et les mêmes budgets pour analyser ces data. Et donc, notre analyse sera malheureusement beaucoup moins poussée que ce qu'eux sont en mesure de faire. Cependant, dans la plupart des projets que j'ai vu faire, en tout cas en Belgique, il y avait des expériences qui étaient menées, qui coûtaient de l'argent, et il n'y avait jamais ce travail derrière. Pour moi, c'est essentiel de faire ce travail derrière. Parce que si on veut écrire des histoires et savoir comment ces histoires vont impacter les gens, il faut au mieux connaître comment les gens naviguent, comment les gens utilisent ce type de contenu. Voilà, ça me paraît vraiment essentiel, parce que sinon le risque, c'est de se retrouver sur des plateformes et dans des contextes habituels pour ce type de contenu et ne toucher que des gens qui sont déjà en tout cas intéressés, ou en tout cas déjà qui ont déjà l'ouverture d'esprit pour s'intéresser à ces questions-là. Or moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les autres. Ceux qui sont pris dans le quotidien, dans notre société de consommation, et qui sont pour qui l'information c'est Facebook, et pour qui une bonne partie de la vie est là. C'est chez eux que je veux pas convaincre, mais en tout cas ouvrir des brèches ou semer une petite graine de doute par rapport à leur certitude. Une question ? Oui, bonjour, je suis Fabien Coligny, je suis directeur de Petit Homme Production. Je viens aussi du journalisme à la base avant de monter ma structure. J'aurais aimé avoir ton avis. Jusqu'à maintenant, dans nos métiers, on va dire précédents, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, du moins dans nos diffusions précédentes, notre payeur était notre diffuseur, ce qui nous permettait d'avoir quand même une ligne déontologique assez cadrée. Et aujourd'hui, dans tous les projets que nous montons et dans les projets que tu montes aussi, on est obligé de s'associer à des partenaires, notamment financiers ou des partenaires institutionnels. Comment tu as réussi à trancher ce point de vue déontologique ? Si je caricature, on fait un travail sur le nucléaire, on va demander à EDF ou à Areva de venir financer ce projet-là. Comment, toi, j'imagine que tu as eu cette question qui t'a interpellé. Qu'est-ce que tu as pu en retirer, ou est-ce que tu peux nous éclairer sur ta façon de faire ? Merci. Mais tout est dans la triangulation, en fait. Parce que je suis pas... En fait, ça, c'est la théorie, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que quand ton média te paye, ça t'offre les pleins pouvoirs et la toute liberté, parce qu'en Belgique, en tout cas, le média te paye mal. Et donc, t'oblige à travailler vite. Et on sait que la précarité des journalistes aujourd'hui n'est vraiment pas un gage de qualité de journalisme, et que l'influence des... Enfin, on sait qui sont les actionnaires des groupes de presse. Enfin, voilà. Moi, je défends souvent le fait que j'ai quitté le journalisme pour pouvoir faire vraiment du journalisme. J'ai perdu ma carte de presse parce que ma source de revenus aujourd'hui principale n'est plus le journalisme, et je n'ai jamais pu faire autant de choses, fouiller et de travailler avec la vision romantique que j'ai du journalisme, que depuis que, à côté du journalisme, je fais de la com ou du corporate, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Parce que du coup, j'acquiers une forme d'indépendance économique qui me permet de prendre le média comme un partenaire. En fait, je suis mon propre média, en quelque sorte. Et les partenaires sont des gens qui viennent, qui sont des outils pour me permettre d'entrer en contact avec mon public. Et dans la triangulation, en fait, ce qui est important, ça ne fonctionne que si ma démarche d'auteur est respectée, et que si la déontologie journalistique est respectée. Les partenaires privés, parce que là, c'est une association, donc on peut dire associatif, ils sont bienveillants et tout ça, ça pourrait ne pas être ça. Ça pourrait même peut-être être une marque, mais je ne m'engagerai là-dedans qu'à condition d'avoir totale carte blanche. Sinon, ce n'est pas avec moi qu'il faut travailler, c'est avec une agence de pub. Mais je suis persuadé que des institutions privées peuvent avoir un intérêt à s'associer à une démarche fouillée, parce que la qualité qui en ressort et l'impact que ça donne, si leur nom y est associé, ils y gagneront. Et on perdra, eux perdront, et moi je ne m'engagerai pas si je n'ai pas totale carte blanche dans ma démarche. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un équilibre en fait, dans cette triangulation qui n'est pas nécessairement facile à trouver, mais quand on l'a, alors il peut vraiment se passer des choses intéressantes. Merci. Une autre question ? Oui, au milieu. Bonjour, merci pour la présentation. Niana Rakoutmalal de Réseau Canopé. Ma question, c'est à propos de la pauvreté, de la définition, ce que vous entendez par pauvreté, parce qu'il y avait des chiffres tout à l'heure, 40%.
C'est basé sur quoi? Quel indicateur? Quel seuil? Un seuil de risque de pauvreté. Le taux de. C'est-à-dire c'est les simplement, revenus, c'est le logement, simplement à partir de la c'est- question du revenu, ouais, déjà. Si D'accord. on prend d'autres indicateurs qui tiennent plus compte du coût de la vie, par exemple, et pas simplement des revenus, alors ce chiffre, il explose. La situation, elle est beaucoup plus grave. Mais dans les nouveaux pauvres, le mot qui m'emmerde le plus, c'est pauvre, parce que c'est pas le bon mot. On parle là de la précarité, mais la précarité, ça veut rien dire. On parle de vulnérabilité sociale, de fragilité, de ce sentiment allez, pendant des siècles, le progrès social, ça a été de dire, ok, peut-être aujourd'hui c'est difficile, mais demain ça ira mieux. Aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, on pense l'inverse, quoi. On se dit aujourd'hui ça tient encore, mais demain ça va être la cata, quoi. C'est tout ça. Mais pour que ça passe, il fallait mettre un mot dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens dont on parle se considèrent pas comme pauvres. Et donc, c'est pas le meilleur de mots. Mais c'est peut-être ce que le projet finalement a montré, c'est que pauvre aujourd'hui, ça inclut des situations qu'on n'incluait pas dans cette catégorie-là avant, en fait. Donc peut-être que le mot n'est pas si mauvais que ça, en fait.